Paul Biya traîné devant la justice, le hold-up constitutionnel qui fait trembler Yaoundé. Imaginez un seul instant. Un homme est nommé président de la République. Il n'a jamais fait campagne. Il n'a jamais serré la main d'un électeur dans un marché. Il n'a jamais essuyé la sueur de sa fronde sous un soleil de campagne électorale. Il n'a jamais regardé le peuple dans les yeux en disant « Votez pour moi ». Et pourtant, il gouverne. Il signe des décrets. Il représente 30 millions de Camerounais sur la scène internationale. Il prête serment devant ce même peuple qui ne l'a jamais choisi. C'est exactement ce scénario que dénonce aujourd'hui une organisation politique camerounaise, devant un tribunal, avec des arguments juridiques que même les plus grands constitutionnalistes du continent ne peuvent ignorer. Alors la question qui brûle toutes les lèvres à Yaoundé en ce moment est simple, mais lourde comme une pierre de granit, est-ce que Paul Biya est en train d'organiser sa propre succession sans passer par les urnes? Restez avec nous. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous faire comprendre pourquoi cette affaire pourrait être le tournant le plus décisif de l'histoire politique camerounaise depuis des décennies. Partie 1. Contexte des faits, quand la loi devient une arme. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut remonter un peu en arrière. Pas très loin. Quelques semaines seulement. Le Cameroun vient d'adopter une révision constitutionnelle qui institue officiellement le poste de vice-président de la République. Une réforme présentée par le camp au pouvoir comme une modernisation institutionnelle, une avancée démocratique, un alignement du Cameroun sur les standards internationaux de gouvernance. Beau discours. Bel emballage. Mais derrière ce papier cadeau institutionnel, certains observateurs politiques, certains juristes et certains citoyens ordinaires ont immédiatement flairé quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble moins à une réforme démocratique qu'à une opération chirurgicale sur le corps de la Constitution, une opération destinée à produire un résultat très précis, très ciblé, très personnel. Mais ce n'est pas tout. Car à peine cette loi promulguée, avant même que l'encre ne soit sèche sur le journal officiel, une organisation politique se lève. Elle s'appelle l'Organisation du Mouvement Patriotique, l'OMP. Son président national, Léon Teye Onana, décide de ne pas attendre. Il décide de ne pas faire de conférence de presse. Il ne va pas Twitter sa colère. Il ne va pas organiser un meeting dans une salle climatisée. Non. Il va directement là où les mots ont du poids légal, au tribunal. Le 15 avril 2026, une requête est déposée au tribunal de grande instance du Mundi, à Yaoundé. Elle est signée par Maître Gueyo Kanga Guy Léonard, avocat inscrit au barreau du Cameroun. Et son objet est aussi clair qu'une lame de couteau, interdire à Paul Biya de nommer un vice-président. Oui. Vous avez bien entendu. Un parti politique traîne le président de la République devant un tribunal et lui dit « Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous vous apprêtez à faire ». Et ils ont des arguments. Des vrais. Partie 2. Le conflit, une bataille juridique aux enjeux titanesques. Entrons dans le vif du sujet. Parce que cette requête n'est pas un simple pamphlet politique déguisé en document juridique. Elle est construite. Articulée. Redoutable. L'avocat de l'OMP s'appuie sur l'article 18, alinéa 1, C, de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun. Cet article donne au TGI, le tribunal de grande instance, la compétence pour traiter toute requête tendant à obtenir l'interdiction d'une personne ou autorité d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente. Traduction en langue de tous les jours, si quelqu'un, même le président, s'apprête à faire quelque chose qui dépasse ses attributions constitutionnelles, un tribunal peut lui dire « stop ». Et c'est là que le cœur de l'argumentaire entre en scène. La constitution camerounaise est pourtant limpide sur un point fondamental. L'article 6 dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret. 4 mots qui résument tout, le peuple choisit. Le peuple vote. Le peuple décide. Pas un homme. Pas un parti. Pas un clan familial. Or, selon l'OMP, la nouvelle révision constitutionnelle crée une faille béante dans cette logique démocratique. Elle permettrait qu'un vice-président nommé, non élu, puisse, en cas de vacance du pouvoir, exercer les fonctions de président de la République pour le restant du mandat en cours. Ce qui signifie, dans les faits, quelqu'un que vous n'avez jamais voté peut devenir votre président. Sans élection. Sans campagne. Sans votre accord. Et ce n'est pas fini. La requête va encore plus loin dans son analyse.
Elle souligne que cette disposition ne viole pas seulement la constitution camerounaise dans sa lettre et dans son esprit. Elle viole également des engagements internationaux que le Cameroun a solennellement contractés. Notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la CADEG et l'acte constitutif de l'Union africaine, qui font tous deux de l'élection populaire le fondement légitime de l'exercice du pouvoir. En d'autres termes, ce que l'OMP accuse Paul Biya de vouloir faire serait illégal non seulement au regard du droit camerounais, mais aussi au regard du droit africain et international. Voilà un conflit d'une ampleur rare. Mais attendez. Ce n'est pas encore le moment le plus explosif de cette histoire. Partie 3, Révélation et décryptage, le nom qui circule en coulisses. Plongeons maintenant dans ce que beaucoup n'osent dire à voix haute, mais que tout le monde murmure dans les couloirs des ministères, dans les maquis de Yaoundé, dans les salons feutrés de la République. Un nom ? Franck Biya. Le fils du président. Celui que certains appellent déjà le dauphin. Celui que ses partisans présentent comme un homme moderne, formé à l'étranger, connecté, dynamique. Celui que ses détracteurs décrivent comme le symbole d'une république devenue patrimoine familial. Ce nom circule avec une insistance qui ne doit rien au hasard, selon plusieurs sources. Dans les cercles proches du palais d'Etoudi, selon certaines analyses politiques, la question ne serait plus si Franck Biya sera vice-président, mais quand. Et c'est précisément ce scénario que l'OMP cherche à torpiller avant qu'il ne devienne réalité. Car si l'on suit la logique de la nouvelle loi, Paul Biya nomme un vice-président. Ce vice-président, disons, par hypothèse, quelqu'un de très proche de lui, prête serment devant le peuple camerounais. Et le jour où Paul Biya, 91 ans, ne peut plus exercer ses fonctions, ce vice-président nommé devient automatiquement président de la République sans que le peuple n'ait jamais vu son mot à dire. C'est ce que la requête de l'OMP appelle, avec une franchise juridique dévastatrice, un hold-up constitutionnel. 3 mots. Mais quel impact? Un hold-up. Comme dans un braquage. Comme si quelqu'un entrait dans la banque de la démocratie camerounaise, neutralisait les gardiens, vidait les coffres du suffrage universel, et ressortait tranquillement avec le pouvoir sous le bras. Et pour couronner le tout, la requête contient des demandes extrêmement précises. Elle ne demande pas seulement à Biya de ne pas nommer un vice-président. Elle lui demande aussi de s'abstenir de poser tout acte tendant à empêcher le président du Sénat d'assurer l'intérim de la fonction présidentielle en cas de vacance et d'assurer l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Sous-texte, Monsieur le Président, si vous devez partir, laissez la Constitution normale s'appliquer. Laissez le président du Sénat assurer la transition. Laissez le peuple voter. Mais la question que tout le monde se pose en ce moment est celle-ci, est-ce que le tribunal de grande instance du Mundi va oser se prononcer sur cette affaire? Est-ce qu'un juge camerounais, dans un pays où l'exécutif a historiquement une influence considérable sur l'appareil judiciaire, va accepter de recevoir cette requête, de l'examiner, et éventuellement de rendre une décision contre le chef de l'État? Réponse, personne ne le sait encore. Mais le fait même que cette requête existe, qu'elle soit signée, datée, déposée, et qu'un journal camerounais ait pu en consulter l'intégralité, c'est déjà, en soi, un événement politique majeur. Partie 4, Analyse satirique, la République du Cameroun, SARL familiale. Et maintenant, mes chers compatriotes, permettez-moi de mettre de côté, juste un instant, la veste du juriste et du reporter, pour enfiler celle du chroniqueur satirique. Parce que cette affaire mérite qu'on l'examine aussi avec le regard acéré que nos ancêtres posaient sur les choses absurdes de la vie. Nous sommes en 2026. Le Cameroun a une constitution. Une belle constitution, bien rédigée, avec des articles, des alinéas, des principes fondamentaux. Elle dit que le président est élu par le peuple. Elle dit que la souveraineté appartient au peuple. Elle dit que la République est une et indivisible. Et pourtant, selon certains observateurs, on serait en train d'assister, en direct, à la transformation progressive de cette République en une sorte d'entreprise familiale. Une SARL. Une société à responsabilité limitée, mais dont la responsabilité, justement, ne semble limitée que pour les citoyens ordinaires, jamais pour ceux qui sont aux commandes. Imaginez la scène, si vous voulez bien. Quelqu'un crée une entreprise. Il la dirige pendant 40 ans. Il installe ses amis au poste clé. Il modifie les statuts quand bon lui semble. Et au moment de transmettre l'affaire, au lieu d'organiser un appel d'offres transparent, au lieu de mettre le poste sur le marché, au lieu de laisser les actionnaires, c'est-à-dire le peuple, choisir le successeur, il décide de nommer directement son fils. Dans le secteur privé,
ça s'appelle du népotisme. Dans la haute finance, ça peut vous valoir des poursuites pour abus de biens sociaux. Dans la politique, selon certaines constitutions africaines, ça pourrait s'appeler bien d'autres choses encore. Mais ne soyons pas trop sévères. Soyons justes. Paul Biya n'a rien confirmé. Aucun décret n'a été signé. Aucune nomination n'a été faite. Tout cela reste, pour l'instant, dans le domaine du « selon certaines sources », du « d'après des observateurs bien informés », du « les noms qui circulent en coulisses ». Et c'est peut-être là le génie de cette stratégie, si stratégie il y a. Tout se passe dans le flou. Tout se passe dans l'implicite. Jamais rien de frontal. Jamais rien d'officiel. Juste des lois qui sont votées, des révisions qui sont promulguées, des possibilités qui s'ouvrent et on laisse les autres imaginer la suite. C'est ce que les politologues appellent parfois la politique du fait accompli progressif. On ne dit rien. On fait. Et quand les gens réagissent, c'est trop tard, le train est déjà parti. Mais cette fois-ci, quelqu'un a décidé de se planter devant les rails. Et ce quelqu'un s'appelle l'OMP. Maintenant, soyons lucides. L'organisation du mouvement patriotique n'est pas un géant de la scène politique camerounaise. Ce n'est pas le SDF, ce n'est pas le MRC. Ce n'est pas un parti avec des dizaines de parlementaires ou une base militante qui couvre tout le territoire. C'est un acteur plus modeste, plus discret. Mais en politique, comme en judo, ce n'est pas toujours le plus grand qui remporte le combat. C'est parfois celui qui connaît le mieux les règles et qui sait utiliser le poids de l'adversaire contre lui-même. Et ici, l'OMP utilise quelque chose de très précis, la loi. La même loi que le pouvoir utilise pour gouverner. La même constitution que le pouvoir invoque pour légitimer ses décisions. Elle retourne ses outils contre leurs utilisateurs habituels et c'est là que réside la beauté, et la dangerosité, de cette démarche. Car si le tribunal accepte cette requête, et c'est un grand « si », il crée un précédent monumental. Il dit, en substance, que même le président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution. Que même le chef de l'État peut être contraint par un juge à respecter les règles fondamentales de la démocratie. Ce serait une révolution silencieuse. Mais une révolution quand même. En revanche, si le tribunal rejette la requête, pour des raisons de forme, de compétence, ou d'opportunité politique, le message envoyé sera lui aussi extrêmement fort. Il dira que la justice camerounaise n'est pas encore prête, ou pas encore capable, de jouer le rôle de contre-pouvoir que toute démocratie digne de ce nom exige d'elle. Dans les deux cas, cette affaire nous révèle quelque chose d'essentiel sur l'état de notre démocratie. Et il faut le dire avec toute la franchise que cette tribune nous autorise, au Cameroun, la question de la succession présidentielle est le sujet le plus tabou, le plus électrisé, le plus chargé de toute la vie politique nationale depuis des années. C'est le nœud gordien autour duquel tout s'articule. C'est la question que tout le monde pose en privé et que personne n'ose poser en public. Qui succédera à Paul Biya? Comment? Dans quelles conditions? Et surtout, est-ce que ce sera une transition constitutionnelle, démocratique, pacifique? Ou est-ce que ce sera autre chose? Ces questions ne sont pas des spéculations journalistiques. Ce sont des préoccupations légitimes de millions de citoyens camerounais, qui ont le droit de savoir dans quel pays ils vivent, quelles règles gouvernent leur destin collectif, et si leur vote, leur suffrage universel, direct, égal et secret, a encore une valeur réelle dans la République qui porte leur nom. L'OMP, avec sa requête du 15 avril 2026, a eu le mérite de poser ces questions de la façon la plus formelle, la plus institutionnelle, la plus irréfutable qui soit, devant un tribunal, avec des articles de loi, avec un avocat, avec une signature. On peut être d'accord ou pas avec leur analyse juridique. On peut trouver leur démarche audacieuse ou prématurée. On peut questionner leur motivation politique, car en politique africaine, comme partout ailleurs dans le monde, aucun acteur n'est jamais totalement désintéressé. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est ignorer la question qu'il soulève. Parce que cette question, est-ce qu'on peut gouverner le Cameroun sans être élu par les Camerounais? Est une question qui appartient à 30 millions de personnes. Pas à un parti. Pas à une famille. Pas à un clan. À 30 millions de personnes. Conclusion, la balle est dans le camp du tribunal. Alors, où en sommes-nous? Un parti politique a déposé une requête devant le tribunal de grande instance du Mundi, demandant au juge d'interdire à Paul Biya de nommer un vice-président. La présidence de la République n'a, à ce stade, formulé aucune réponse officielle.
Le tribunal doit maintenant se prononcer sur la recevabilité de cette requête. Une audience publique pourrait être fixée dans les prochaines semaines. 3 scénarios sont possibles. Premier scénario, le tribunal accepte la requête, l'examine au fond, et rend une décision. Ce serait historique. Ce serait un signal fort pour l'indépendance de la justice camerounaise. Deuxième scénario, le tribunal rejette la requête pour des raisons de forme ou de compétence. L'OMP pourrait alors faire appel, et l'affaire monte en grade. Troisième scénario, le dossier reste dans les tiroirs, traîne, s'enlise dans les méandres administratifs d'un système judiciaire sous pression et la nomination, si elle doit avoir lieu, se fait quand même. Chacun de ces scénarios nous dira quelque chose d'important. Sur la justice. Sur le pouvoir. Sur la démocratie camerounaise. Et c'est là que vous entrez en scène, vous, qui regardez cette vidéo. Parce que la démocratie, ça ne se passe pas seulement dans les tribunaux. Ça ne se passe pas seulement dans les palais présidentiels ou les hémicycles parlementaires. Ça se passe aussi dans les conversations quotidiennes. Dans les opinions exprimées. Dans les questions posées à voix haute. Alors voici la question que je vous pose directement, à vous, ce soir. Est-ce qu'un vice-président nommé, et non élu, peut légitimement exercer le pouvoir suprême au Cameroun? Et si ce n'est pas le cas, qui devrait, selon vous, avoir le dernier mot, le président, le tribunal, ou le peuple? Répondez dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Et surtout, continuez à poser les questions que d'autres préfèrent éviter. Parce que dans une démocratie, le silence n'est jamais neutre. Il est toujours le complice de quelqu'un.